Ce troisième épisode, je le dois à cette maman qui nous a fait nous rencontrer, Sarah et moi. Elle se reconnaîtra. Cet épisode, il est pour elle et pour son petit bébé parti retrouver les étoiles. Nous pensons très fort à elle. Qu'il dure 1 heure, un jour, un mois ou plus d'1 an, un allaitement varie d'une femme à une autre, d'un bébé à l'autre. Jamais trop court, jamais trop long, chaque histoire est une aventure à part entière. C'est une expérience unique et singulière. Une aventure commune, pour ne pas dire banale, mais encore trop souvent semée d'embûches. Une aventure qui ne se termine malheureusement pas toujours bien, ou comme on l'aurait imaginé. L'allaitement démarre le plus souvent dès la naissance de son enfant, simultanément aux chamboulements physiques, hormonaux et psychiques, et s'opère le plus souvent dans l'ombre. En effet, les personnes allaitantes sont très souvent recluses dans leur foyer, parfois isolées, avec cette responsabilité colossale qui n'incombe qu'à elles seules de maintenir en vie ce petit être et de lui garantir une croissance selon des courbes bien précises et bien définies. Le plus souvent, tout le monde s'en mêle, mais peu aide vraiment. Entre fausses croyances et recommandations infondées, informations contradictoires et autres conseils non sollicités, l'allaitement déchaîne les passions. Je m'appelle Pauline Chamard-Boudet et vous écoutez Sorori-Tété. Vous retrouverez ici des histoires de parcours d'allaitement, tous plus différents les uns que les autres, chacun avec son lot de difficultés et leur quête de solutions. Avec ses galères et ses petites victoires, avec ses moments de détresse mêlés à ceux d'une infinie douceur. J'ai demandé à ces femmes de partager ici cet intime parce que je suis convaincue qu'entre mères, nous avons tellement à nous apporter. Et pour ce troisième épisode, je reçois aujourd'hui Sarah. Salut Sarah. Coucou. D'ailleurs, je t'accueille, mais c'est plutôt toi qui m'accueilles chez toi, dans ta maison. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc Sarah, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes, s'il te plaît. Donc moi c'est Sarah, je suis maman de 2 petites filles, Emma qui a 5 ans et Louise qui a 2 ans et demi. Ok, super. Et donc, avec une petite Louise, toujours allaitée. Oui, Louise est toujours allaitée et elle adore ça. Alors, j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu ton parcours de maternité quand tu étais jeune. Est-ce que tu t'es toujours projetée maman et, a fortiori, maman allaitante? Alors oui, ça a commencé aux alentours de 11-12 ans et c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur d'être maman de plusieurs enfants et surtout allaitante. Et j'avais ma marraine qui avait des soucis de fertilité et qui avait dû donc adopter des petits enfants cambodgiens. Et je m'étais toujours dit, j'espère vraiment pouvoir accoucher, voilà. Ok, donc toi, ça te faisait pas peur l'accouchement? Non, pas du tout. Alors ça c'est un truc incroyable. Alors toi, tu rêvais de tomber enceinte, d'accoucher, d'allaiter, mais t'avais eu des exemples autour de toi? Alors, probablement, je pense, ma petite sœur. On a 10 ans d'écart. Donc, j'ai été auprès de ma maman pour sa grossesse. Et puis, dès que ma petite sœur est venue à la maison, je m'en suis occupée aussitôt. D'accord. Après, non, j'ai pas eu d'autres exemples. Elle était allaitée, ta sœur, du coup? Oui, ma petite sœur a été allaitée, oui. Donc, tu as été confrontée à ça, entre guillemets, ça t'a peut-être permis d'avoir moins d'a priori. Oui, je trouvais ça magnifique. Trop bien. Et donc, tu rencontres le papa de tes filles. Tu as quel âge? Tu te souviens plus? Ça fait longtemps. J'ai 19 ans. Autour de 19 ans. Oui. Et le désir de maternité, il est assez rapide, du coup? Oui, en quelques mois, nous parlons... on se projette si déjà on a envie d'avoir des enfants, et puis combien. Et donc, on a voulu mettre ce projet rapidement en route au bout de 2 ans. Et on a découvert que j'avais des soucis d'infertilité. Donc là, pour toi, pas évident, vu que tu as toujours voulu être maman, j'imagine. Oui, donc c'est vrai que ça a été un très gros choc émotionnel, puisque je ne m'attendais pas du tout à devoir passer des examens qui sont quand même très intimes. À un très jeune âge, en plus. Mais tu l'abordes sereinement, cette étape-là?
Alors, pas du tout. J'ai très peur. Ok. Toi qui n'avais pas peur d'accoucher, par contre, ça te fait peur du coup. Oui, ça me fait peur de ne pas pouvoir avoir mes propres enfants, d'avoir avec mes ovocytes. C'était une très grosse peur. Et puis de devoir passer par l'adoption. Je voulais vraiment avoir la sensation de la grossesse, de l'accouchement, vivre tout ça. Donc au bout de quelques mois, tu parviens à tomber enceinte donc, de ta première fille. Alors pour Emma, ça a mis 1 an. Ah, 1 an quand même, avec d'accord. 4 traitements. Donc tu tombes enceinte, donc là j'imagine tu te réjouis. Et comment se passe la grossesse après ? Emma, ça a été une grossesse très stressante parce que c'était un PAG, un petit poids pour son âge gestationnel. Ah ok. Donc j'ai été suivie tous les 15 jours, 3 semaines à faire des échos. Et puis le score trisomique était un petit peu élevé, donc ils étaient tous alertés. Et en fait, c'est juste qu'au final, Emma était un petit poids. Il n'y avait rien de plus. Mais ça a été stressant jusqu'à tu m'étonnes. 15 jours, 3 semaines avant d'accoucher, quoi. Ouais, donc grossesse pas hyper sereine quand même pour un premier bébé, qui plus est via un parcours de FIV. Ok, donc on arrive à l'accouchement. Donc est-ce que Emma arrive à son terme ? Emma est bien au chaud, donc elle arrive à son terme et reste 5 jours de plus. Et donc, pour Emma, j'ai dû être déclenchée. Et comment ça se passe alors ? Parce que du coup, tu appréhendais le déclenchement ou... Alors là, c'était l'hécatombe. Moi qui voulais un accouchement physiologique, sans péridurale, sans ocytocine. Là, il faut que je change mes plans. Donc, je suis très angoissée d'avoir plus mal avec l'ocytocine. Avec le perçage de la poche des os, ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas de contraction. Donc, ils ont dû injecter l'ocytocine. Et à un moment donné, je n'arrivais plus à tenir. Les douleurs étaient vraiment très violentes. Ouais. Je savais qu'il fallait que je garde des forces pour la fin. Donc, j'ai demandé la péridurale, qui n'a pas fonctionné. Ah non. Ok, genre d'un côté ou vraiment pas du tout Du tout. Du tout. Bon. Et ça, comment tu le vis sur le moment Est-ce que tu as la sensation de perdre pied à cause de la douleur ou est-ce que tu restes quand même lucide et... Je perds pied parce que c'est violent, les douleurs sont vraiment insupportables. Ça n'a rien de naturel en fait, il n'y a pas cette montée progressive. Je dis même, je vais mourir quoi. Et ma tension augmente, donc ça alerte un peu tout le monde. Emma est légèrement coincée, ça a duré, je ne me rends pas bien compte, mais quelques petites minutes. Donc il y a une ribambelle de personnes qui arrivent dans la salle et puis d'un seul coup, Emma est sortie, donc ça a apaisé tout le monde. Ouais. Toi, comment tu le vis sur le moment, ton accouchement ? Pas très bien. Ouais. C'était pas ce que tu t'étais imaginé. Voilà, c'est ça. Pas dans la douceur que tu aurais idéalisée, en tout cas. Totalement. Après, c'est un premier. Des fois, on se met peut-être la barre un peu haute aussi. Mais du coup, donc ta petite, elle est là. Elle est en bonne santé quand elle arrive. Toi aussi. Tout le monde va bien ? Comment vous êtes ? Alors, Emma nous a fait une frayeur. C'est qu'elle a mis peut-être 20-25 secondes, mais très, très longues en tant que nouveau parent, à respirer. Donc, moi, j'étais affolée. Je demandais... à l'infirmière à côté de moi ce qui se passait et on m'a répondu chut. D'accord. Et donc, voilà, après Emma s'est mise à pleurer, donc on était enfin réjouis. Ok. On te la met sur toi à ce moment-là ? Eh ben, Emma a grimpé toute seule. Oh, c'est génial. Oui. Trop bien. Donc, tu l'as mis sur le ventre et elle a grimpé. Oui, elle a grimpé pour rejoindre le sein. Incroyable. Donc ça, par contre, ça rattrape un peu, hein, non ? Oui, ça efface ce qui vient de se passer, oui. C'est clair. Et ça doit être incroyable de la voir comme ça monter. Et ça se passe comment ? Est-ce qu'elle arrive à attraper le sein ? Est-ce qu'elle tète ? Eh bien, elle l'attrape aussitôt et elle a compris, elle tète sans souci. Et c'est parti, c'est le début de l'aventure, quoi. Une belle aventure lactée. Ouais. Et toi, comment tu le vis, cette première sensation, ce moment que tu as fantasmé, imaginé à multiples reprises ? Comment tu te rappelles de cette sensation ? Oui, c'est une sensation en fait tout à fait naturelle, comme si à la fois ça avait toujours existé et à la fois c'est quelque chose de nouveau que j'attendais vraiment depuis si longtemps avec
un parcours assez lourd, je suis heureuse et joyeuse. Non, super. Ok. Et du coup, les premiers jours, comment ça se passe? Alors, autant la première tétée, comment ils appellent ça, La tétée d'accueil? la tétée d'accueil, c'est très bien passé. On reste 2 heures, tout se passe très bien. Et je suis restée 4 jours à la maternité. Et c'est vrai que le début, j'ai été mal accompagnée. C'était très douloureux. On m'a imposé des positions qui n'étaient pas forcément agréables pour moi. C'était laquelle quand t'as imposé, notamment? Rugby. Ouais. Moi Voilà. aussi, on me l'a rabâché, la position ballon de rugby. J'étais là, je n'aime pas cette position. Je la trouve pas du tout confortable pour la maman. Parce on peut pas être avachi tranquillement, je trouve. Mais Oui, tu dois te tenir d'une certaine posture. très droite, je trouve. Ouais. C'est ça. Donc, bon, ils essayent, ça marche pas. J'ai les mamelons qui sont irrités. Je commence même à avoir un petit peu de sang parce que tellement que c'est... Donc les crevasses, en fait, qui se mettent en place. Exactement. Donc forcément, la crevasse en soi, ça fait mal. En plus, dès que le bébé se remet au sein, il réactive en fait la crevasse, donc c'est très douloureux. Ouais, la mise au sein, t'appréhendes du coup à chaque fois qu'elle vient se mettre au sein? J'appréhende et des fois je pleure par douleur. Et c'est difficile parce qu'il faut aussi nourrir Emma qui a un petit poids. Elle fait combien du coup à la naissance? Elle fait 2,8 kg. D'accord. Pour après-terme, donc ça affole les médecins. Donc c'est du stress et une pression qu'on nous met aussi puisqu'il faut relever le poids. C'est ça. Et puis du coup, forcément, quand tu pars d'un petit poids, ta marge, je crois que c'est les 10% du poids, donc forcément, ça réduit d'autant la marge que tu peux avoir de perte de poids. Et quand tu vis ça, est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé? Est-ce que tu savais que ça pouvait faire très mal? Est-ce que tu connaissais les crevasses, les choses comme ça? Oui, on m'avait informée quand j'ai fait la préparation à l'accouchement. Mais je pense que j'ai pas eu les outils nécessaires. Parce qu'entre donner l'information ou donner des clés au cas où ça arrive, c'est différent. Et je suis tombée sur une sage-femme à l'hôpital, au service maternité, qui m'a dit écoutez, je vois que c'est difficile pour vous, prenez le biberon, ça sera beaucoup plus simple. Super. Ça, c'est ce qu'on appelle du soutien. D'accord. Donc là, toi, j'imagine que tu l'entends pas de cette oreille. Je suis fatiguée. Ah, tu doutes un peu alors? Je suis fatiguée, je pleure, j'ai mal, je doute. Et le papa me regarde et me dit mais rappelle-toi ton projet, accroche-toi à ça. Super papa, ça c'est top. Ça c'est un super conseil de briefer le partenaire ou la partenaire parce que dans ce parcours-là, pour justement, des fois ils ont envie d'aller dans le sens du personnel médical parce qu'ils nous voient souffrir, être pas bien, être fatigués. Mais je sais que pour avoir confronté à des situations similaires, quand tu as ton partenaire qui te raccroche à ce que tu veux vraiment et qui te rappelle que ce que tu vis là, c'est temporaire et ton choix il est ailleurs, ça change tout. Et on les remercie pour ça, c'est primordial. Donc tu t'accroches grâce à ce soutien-là? Je m'accroche et je refuse les biberons qu'ils me proposaient parce que toujours cette pression qu'Emma, il faut absolument qu'elle prenne du poids. Donc j'augmente les tétées. Je réclame aussi une pommade pour m'apaiser. Oui, ils m'ont apporté une préparation qui a été faite sur place. D'accord. Et donc j'avoue, j'ai appliqué des bonnes couches. C'est vrai que ça m'a un petit peu apaisée quand même. Et donc le reste de son séjour à la maternité, comment ça se passe? Est-ce que Emma reprend du poids? Est-ce qu'on te laisse un peu tranquille? Alors tranquille, non. Ça a été un défilé du service hospitalier. Okay. C'est vrai que c'est très épuisant. On était en période de Covid aussi, donc avec le fameux masque. Et c'est toujours douloureux, mais c'est vrai que je m'accroche vraiment. Mon objectif, c'est de sortir et de créer notre foyer à la maison. Toi, ça te rassurait pas du tout, l'ambiance maternité, du coup? Absolument pas. Je voulais la fuir. D'accord. Ok. Et donc, vous rentrez chez vous donc, au bout de 4 jours. Après, tu as un suivi, j'imagine, d'une sage-femme à la maison? Oui, une sage-femme est venue le lendemain de ma sortie et puis 2 jours après. Puis après, avec le médecin traitant. Et donc là, il te rassure en termes de prise de poids du bébé?
Alors moi, c'était pas quelque chose qui m'inquiétait du tout. J'avais lu que c'était normal que le bébé perde du poids et je suis convaincue que le lait maternel, de toute façon, il n'y a rien de mieux que pour l'enfant. Donc j'ai aucune inquiétude sur le poids d'Emma. Il y a des bébés plus petits que d'autres et voilà, il faut de tout pour faire un monde. Donc c'était pas du tout une source d'angoisse. Et puis à la maison, j'ai trouvé mes marques, des positions beaucoup plus agréables aussi. Donc ça a aidé pour calmer les douleurs. C'était quoi la position qui t'était le plus confortable ? La position couchée. Ouais. C'est vrai que c'est une position qui est très confortable et je ne sais pas si tu as essayé avec ta première ou avec ta deuxième. Tu poses juste ton enfant sur toi. Toi, tu es en position semi-allongée. En fait, tu es un peu avachi, tout simplement. Et en fait, tu poses ton bébé sur ton torse et lui, tout seul, va se mettre en position pour téter. Et en fait, c'est moins compliqué à mettre en place. Et moi, j'ai trouvé d'expérience que c'était assez confortable. Je ne sais pas si tu l'as testé. Oui, je l'ai fait avec Emma. Pareil, c'est quelque chose que j'ai trouvé à la maison avec des coussins d'allaitement, des oreillers. Et puis, on est avachi, comme tu dis, dans le lit ou le canapé. Ça, c'est très confortable, on peut se reposer un petit peu et le bébé aussi, donc c'est trop bien. Ok, donc finalement, une fois que tu es de retour à la maison, vous trouvez votre rythme, les douleurs, ça va mieux ? Oui, tout s'apaise. Tout s'apaise. Et là, vous partez donc pour votre aventure lactée, comme tu dis. Comment se passent les mois ? Comment tu te projettes dans ton allaitement ? Est-ce que tu t'es fixé un objectif de durée ? En fait, je pense pas à la durée. C'est pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je nourris mon enfant. Tu te dis pas au moins 2 mois. Tu dis juste on verra. Il n'y a pas de pression dans un sens ou dans l'autre. Oui, voilà, ça fonctionnait. Elle était au sein, ça fonctionnait. Donc pour moi, il n'y avait pas de possibilité que ça s'arrête brutalement d'un coup. Le papa a été 1 semaine présent et après a dû reprendre le travail de nuit. Donc c'est vrai que c'était intense parce que Emma elle avait beaucoup besoin de prendre le sein. J'ai très peu dormi, j'étais très fatiguée. Au bout de 2 mois, ça s'est apaisé, donc c'était plus confortable et moi j'avais aussi repris en termes de sommeil. Donc j'imagine que tu faisais l'allaitement à la demande ? Totalement, je faisais l'allaitement à notre demande. Moi quand j'avais besoin, parce que le matin des fois les seins étaient très remplis. Et à la demande aussi d'Emma. D'accord, ça c'est hyper intéressant que tu dises ça parce qu'on l'entend jamais. On dit souvent l'allaitement à la demande, mais on pense pas à la demande de la maman et à son confort. Et effectivement, il y a des matins où ça peut être très compliqué, même après juste quelques heures de répit. On a besoin, que ça sorte. Et du coup, oui, effectivement, t'étais sur un rythme de tétée assez intense. Oui, Emma elle avait vraiment une forte demande. Est-ce que c'était lié à son poids ou à son besoin voilà. Et parce que là, le sein occupe à la fois une fonction d'alimentation, de câlin, de se rassurer. Enfin, il y a énormément de choses qui se jouent. Et c'est vrai que souvent, moi j'aime bien qu'on rappelle ça. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mamans, celles qui font l'allaitement à la demande en particulier, qui sont sollicitées énormément par le bébé, mais que c'est normal. Et souvent, on a des entourages que ça inquiète en se demandant est-ce que le bébé boit assez, est-ce que le lait est assez nourrissant, etc. Et donc là, c'est bien de rappeler que un bébé allaité à la demande, ça peut être très 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 fréquent. D'où l'allaitement dans le lit qui peut être pas mal effectivement pour récupérer. Ok, donc et une fois les premiers mois passés, comment vous trouvez votre routine ? Est-ce que les tétées elles prennent un rythme un peu plus confortable ? Eh bien oui, Emma a besoin de 10 heures la nuit, donc ça a été aussi confortable de mon côté. Puis elle tète plusieurs fois dans la journée, le soir avant de se coucher. On trouve un rythme qui est confortable, comme pour moi, comme pour elle aussi. Après arrive la diversification du coup ? Oui, j'ai commencé la diversification vers 6-7 mois. D'accord, t'étais pas pressée ? Non, j'étais pas pressée et je voulais utiliser la DME. Et donc j'avais lu que c'était plutôt plus tard. Oui, c'est vrai. Et le lait de maman était très bon et nourrissant. C'est ça. Elle allait pas chipper dans ton assiette encore. Elle se contentait du lait. Pour le moment, ça allait bien. Alors, elle participait au repas puisqu'elle était à côté de nous. Ouais, au super. Repas. Trop bien. On pouvait donner d'ailleurs la vitamine à la cuillère. Ouais. Elle adorait.
Et elle commence à être curieuse aussi, c'est pour ça qu'on a fait la diversification par la suite. Oui. Des fois, c'est dur de les faire attendre. Hein. Ils sont très, très curieux. Et donc, tu as mis en place la DME, ça s'est bien passé de cumuler allaitement, DME. Est-ce que tu t'es fait accompagner ou est-ce que tu as juste fait ça par toi-même en fonction de ce que tu sentais, de ce que tu avais pu lire? Alors, j'ai lu plusieurs livres sur le sujet. J'ai suivi une petite formation en ligne aussi pour avoir les bases sécuritaires. Trop bien. Et après, je me suis lancée, je me suis éclatée parce qu'on mangeait la même chose en fait. C'était super. Voir l'enfant manipuler, goûter, toucher les textures, froid, chaud, c'était super. Ton conjoint te soutenait dans cette démarche-là, j'imagine? Oui. À fond. Et l'entourage, est-ce que ça t'a... Enfin, des fois, c'est compliqué. Souvent, moi, c'est ce qu'on me dit, c'est... Mais du coup, quand tu vas l'emmener au restaurant ou chez les gens, alors, a priori, au restaurant, ça gêne pas tant que ça. Déjà, c'est pas tous les jours. Et en plus, en général, au contraire, l'enfant, il mange comme nous, donc c'est limite plus facile. Mais c'est vrai que quand tu peux peut-être aller chez d'autres personnes, est-ce que tu mettais ça en place ou est-ce que, du coup, tu lui proposais autre chose? Et quel était le soutien autour de toi? Alors, quand on a mangé en extérieur, oui, je faisais la même chose, ou alors je la faisais manger avant à la maison, puis on complétait chez les personnes. Concernant le soutien, j'ai effrayé beaucoup de personnes sur mon chemin. Après, j'étais vraiment convaincue, et puis Emma se régalait, elle était contente. En fait, les gens ont très peur, j'en ai parlé dans l'épisode 1 du podcast, et puis je crois qu'on en a parlé aussi dans le deuxième, parce que toutes les mamans que j'ai rencontrées pour le moment ont fait la DME. Et d'ailleurs, chapeau, parce que moi, je le fais un peu quand ça m'arrange. Hein. Mais il y a souvent cette crainte, en fait, moi, c'est vrai que je suis assez limitée parce qu'il y a souvent cette crainte de l'étouffement. Alors qu'en fait, on sait maintenant que la DME, justement, on bénéficie de ce réflexe vomitif de l'enfant. Et au contraire, le fait de les familiariser avec des morceaux très jeunes, a priori, ça améliore ce réflexe et ça évite les étouffements par la suite, en fait, en n'inhibant pas ce réflexe-là. Donc, si vous voulez tester et que vous êtes courageuse ou courageux, allez-y à fond, c'est top, effectivement, pour le développement. Mais c'est vrai que ça fait peur aux gens, parce que des fois, ils ont des réactions qui sont un petit peu virulentes, quand il y a un morceau qui est trop gros, etc. Et ça peut effrayer pas mal. Et puis, je dirais même, pour eux, c'est une lubie ou un effet de mode, en fait. Bien sûr. C'est vrai qu'on a toujours eu les mixeurs pour... Non, c'est au contraire. Après, a priori, c'est ce qu'il y a de plus ancestral, en fait. Hein. Et du coup, moi, je voulais te rencontrer parce que tu as donné ton lait. Est-ce que ce projet de don de lait maternel, c'était quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps, enfin, que tu avais en tête déjà avant d'avoir des enfants, ou c'est venu en allaitant? C'est venu une fois que Emma est arrivée. J'ai vu une affiche où j'ai accouché. Et donc, j'ai fait des recherches, je me suis intéressée. Je trouvais ça merveilleux de pouvoir offrir cet or blanc à des bébés qui en ont grandement besoin. Mmh. Et j'ai contacté du coup le lactarium externe le plus proche de chez moi. Alors, comment t'as fait ? J'ai contacté le numéro du lactarium le plus proche, puisqu'il y a deux types de lactarium. Le lactarium interne, où il faut être hospitalisé pour pouvoir donner son lait. Et le lactarium externe, où là, du coup, on peut être chez soi et donner son lait. Donc, j'ai eu contact avec l'infirmière du lactarium qui s'occupe de ça. Mmh. Mon dossier est passé un petit peu en commission parce que je dépassais le périmètre de récolte de la collecte du lait. D'accord, parce que ça c'était où, le lactarium le plus proche ? Donc c'était Cherbourg. D'accord. C'est celui de Normandie de toute façon. Mais donc c'est assez restreint en fait. Oui, totalement, oui. Écoute, tu vois, c'est une super information. Moi, j'avais pas du tout conscience que pour donner ton lait, il fallait habiter dans un périmètre hyper restreint. Donc tu passes en commission et ils te disent quoi alors ? Ils te disent OK, on fait un petit effort, on fait 1 kilomètre ou 2 de plus ou... Alors, il se passe quelques semaines parce que l'infirmière est très contente d'avoir une maman motivée pour donner son lait. Moi, pendant ce temps-là, vu qu'Emma, elle fait ses nuits, je me réveille tous les matins à 4h30, 5h pour tirer mon lait, pour me dire, comme ça, je vais garder créneau quand j'aurai le matériel pour donner mon lait au lactarium. Waouh ! Alors, tu te fais un réveil ?
Je me mets un réveil. Oh mon Dieu. Ça dure 15 jours, 3 semaines. Et à la fin, elle était toute désolée. Elle m'appelle et elle me dit que voilà, ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas d'exception Possible. Oui. Bon, ok. Donc, à cette période-là, tu te dis, bon, bah, tant pis, j'aurais essayé en tout cas. Tu aurais fait ce que tu pouvais. Oui, je suis déçue. J'avoue qu'il m'a fallu quelques temps pour accepter le refus. J'étais très en colère aussi, parce que je trouvais ça injuste. Et donc, je me suis dit à la deuxième, qui ne tente rien n'a rien. D'accord. Tu t'es dit, je retenterai à la deuxième. T'as pas déménagé pour habiter à Cherbourg? J'y ai pensé, mais quand même. Quand même. Donc, on se rapproche là des 1 an de Emma. Et j'imagine, donc, toi, dans ta tête, tu veux 2 enfants? Alors oui, et j'ai cette sensation d'être pas totalement comblée, qu'il me manque quelque chose. Et surtout, on a toujours 4 embryons qui nous attendent. Il y a le reste de la famille qui attend sagement. Ça me parle, cette sensation, et je pense que ça parlera à certaines mamans, à d'autres pas du tout. Mais c'est vrai que moi, ça me parle en tout cas, cette sensation de se dire j'ai un enfant qui va très bien, je suis très heureuse, mais ça n'est pas au complet encore, il en manque un. Et donc, en plus, voilà, c'est 4 embryons, donc tu reprends les démarches pour reprendre un traitement. Oui, on reprend on a eu un rendez-vous avec la gynéco-référente et puis on a l'ordonnance pour commencer les traitements. Ok. Et là, combien de temps ça prend pour lancer cette deuxième grossesse? Ça prend 6 mois. Ok. Avec 2 négatifs et une fausse couche précoce. Ok. Et donc le tout dernier embryon, c'est celui-là, du coup. Oui, qui m'a été transféré le jour de mon anniversaire. Ok, trop mignon. Petite anecdote sympa. Mais du coup, voilà, ça a été, j'imagine, assez éprouvant quand même, parce que tu devais avoir, quand tu vois que, bah voilà, déjà, tu as toujours l'espoir quand il y a un transfert. Après, c'est des espoirs qui sont déçus. Et puis à la fin, tu te dis, bah ouais, il en reste plus que 3, il en reste plus que 2, il en reste plus qu'un. J'imagine que ce dernier, ça devait être d'autant plus précieux. C'est une pression quelque part. Et en même temps, je savais que transférer le jour de ton anniversaire, ça pouvait pas louper. C'est un signe, ça pouvait pas louper. Donc j'étais plutôt confiante pour ce jour-là. Et tu pouvais, parce que de fait, du coup, 9 mois plus tard est arrivée Louise. Moi, ma question, c'est comment se passe cette grossesse et surtout, maintiens-tu l'allaitement pendant la grossesse? Alors cette grossesse se passe très très bien. Emma, effectivement, a été allaitée à l'avant-dernier mois de grossesse pour Louise. Donc tu allaites ta première fille jusqu'à 8 mois de grossesse. Oui. Alors, du coup, il y a plusieurs questions qui me viennent. Déjà, pendant toute la grossesse, est-ce que tu as des professionnels de santé qui te découragent ou pas? Alors oui, on me dit... Moi, il y a un point qui m'interpelle, c'est que les traitements que je vais devoir subir pour avoir... La FIV. La FIV. Même avant la grossesse. Exactement. Est-ce que ça va avoir un impact sur le lait que Emma va recevoir? Et donc là, ça alerte tout le monde, stop, vous arrêtez l'allaitement. Alors j'avoue que moi, je suis très peinée face à ça parce que je dois choisir entre une nouvelle grossesse ou continuer mon allaitement avec Emma et donc pas de grossesse. Et je, du coup, recontacte l'infirmière du lactarium qui m'avait dit, malheureusement, voilà, on ne peut pas venir chez vous, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Alors, génial. J'ai cette petite voix là qui me revient ce jour où j'étais très triste de ne pas pouvoir continuer l'allaitement si je prenais les traitements. Et donc, je lui envoie mon ordonnance et elle contacte différents médecins qui me disent en fait, vous avez le droit de continuer d'allaiter parce qu'il y a un très faible pourcentage de produits dans le lait. Parce que là, en fait, le traitement que tu prenais, c'était pour favoriser peut-être l'implantation. Tu n'avais pas eu de ponction cette fois-ci? Alors, j'ai pas eu de ponction pour Louise, mais il faut en fait que le corps croit qu'il y aura une ponction. D'accord. Donc en fait, potentiellement, que tu fasses une ponction ou pas, ou que tu sois juste en attente d'un embryon, tu vas avoir potentiellement le même traitement en fait. Oui, j'ai eu des injections. C'est super bon à savoir ça. Ok.
Donc il faut vraiment que le corps pense qu'il y aura la ponction, qu'il y a eu la ponction et qu'il soit dans le même état que s'il y avait réellement une ponction. Ah ok, je l'ignorais complètement ça. D'accord. Donc là, tu dois être hyper rassurée. Déjà, on remercie beaucoup cette infirmière incroyable. Et donc là, tu dois être super rassurée parce que du coup, tu peux mener à bien un projet de grossesse en continuant l'allaitement. C'est génial. J'étais heureuse, oui. Bah oui, parce que tu sais pas combien de temps ça va prendre pour tomber enceinte. Donc c'est super de pas arrêter prématurément l'allaitement. Et quand tu tombes enceinte de Louise, donc au 4e transfert, là, tu te dis, je vais poursuivre encore l'allaitement pendant la grossesse. Oui, mais je me dis, Emma, elle a toujours envie, moi j'ai toujours envie, donc on continue. Et je me suis arrêtée un petit peu, effectivement, avant que Louise arrive, parce que ça devenait douloureux, entre le pic d'hormones. Du coup, j'avais recontacté l'infirmière qui m'avait dit, oui, c'est normal. Donc voilà, j'avais expliqué à Emma, c'était un petit peu difficile, mais on a mis les mots sur l'arrêt d'allaitement, tout en sachant que ça allait reprendre quand la petite sœur arrivera. Oui, alors ça, on va en parler. Mais alors, juste une petite question, pendant la grossesse, est-ce qu'elle se rendait compte, Emma, enfin, elle s'est rendue compte que tu tombais enceinte, j'imagine, mais est-ce que du coup, dans sa prise de sein, ça a quelque chose qui l'a dérangée, ou est-ce que justement, elle a été consciente de façon hyper précoce que tu étais enceinte Est-ce que chez elle, ça a changé quelque chose à son comportement Est-ce qu'elle t'a fait part de changements pour elle aussi, du fait de ta condition ? On parle beaucoup avec les filles, que ce soit aujourd'hui ou avant. Donc Emma était au courant pour les traitements, parce que ça joue quand même sur l'humeur. Et elle était au courant aussi du résultat. J'ai pas trouvé un changement soudain. Non, c'était naturel. Elle est restée, oui, naturelle et comme elle était. Super. Et donc là, tu as un petit mois de répit sans allaitement. Du coup, ça faisait longtemps que tu n'en avais pas eu, puis c'était le peu de répit avant que ça reprenne. Et donc, comment se passe l'arrivée de Louise ? Alors, l'accouchement a été magique. Donc, j'ai changé de sage-femme pour être briefée et avoir vraiment l'accouchement physiologique que je rêvais. Super. Donc, c'est une approche différente. Elle me donne vraiment tous les outils nécessaires. On pratique aussi l'acupuncture. Donc, j'ai eu des contractions à 3 heures pour Louise. Du matin ? Oui, du matin. Et donc, après, le temps de déposer Emma et de faire le trajet à la maternité, on est arrivé à 6 heures. Rapide. Oui. T'es vite partie à la mater, en fait. J'ai commencé à faire un peu le travail à la maison, mais c'est vrai que les contractions étaient assez fortes et rapprochées. Oh, t'es dit, ça sent pas bon. Toutes les 5 minutes quand même, alors je me suis dit, bon, on est quand même à 1 heure la maternité. Il fallait être sérieux. Oui, t'as bien fait, je pense. Ok. Donc on arrive à 6 heures et cette fois-ci, j'étais vraiment pleine de volonté. J'avais écrit un projet de naissance que j'avais imprimé en plusieurs exemplaires, assez synthétisé pour que l'équipe le lise et facilement. Donc ça a été lu. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient respecter mon projet. Donc voilà, on l'a fait tous ensemble. J'ai eu un monitoring mobile. Ah, génial! Donc c'était génial. J'ai eu la salle nature. Et donc j'ai accouché sur le petit canapé et pas sur le lit hospitalier. C'était la première fois pour la sage-femme. Ah bon? Oui. De toute façon, ça s'est vraiment accéléré sur la fin. Donc Louise était là, donc il a fallu s'asseoir pour que Louise sorte totalement. Il a fallu s'asseoir. Tu étais en position assise, sur les genoux En fait, la sage-femme voulait absolument vérifier le col. Ouais. Parce que je disais que c'était vraiment très douloureux. Et donc, elle me demandait de m'allonger. Et je lui ai dit, mais je ne peux plus. Je peux plus, ça sort. Ça pousse. Là, c'est même pas la peine de vérifier, quoi. Et donc, elle est sortie toute seule. Elle est sortie toute seule, oui. C'était ça, c'est magique. Génial. Ça, c'est génial. Et à quelle heure? À 10h30. Ouais. Donc c'était bien de partir tout de suite. Mais le monitoring mobile, c'est la première personne que j'entends en parler. Et je trouve ça génial parce que c'est vrai que c'est souvent... moi j'ai vécu 2 accouchements physio et en fait le monito était toujours allongé et c'est pas très agréable. Quand tu es en plein travail de rester allongé sur le dos pendant 1 heure, c'est pas fou.
Je sais qu'elle s'est démenée parce qu'elle a eu du mal à le trouver. Et puis, du coup, je les ai appelés très souvent parce que les capteurs, ils bougeaient. C'est ça. Mais ils ont été très dans l'accompagnement, quoi. C'est ça. C'est génial. C'est trop, trop bien. Et du coup, c'est comment un accouchement physio? Est-ce que ça fait... Qu'est-ce que tu fais de la douleur? La douleur, en fait, on la travaille. Moi, j'avais rapporté un peigne en bois. Le fameux peigne. Vous pouvez aider dans la paume de la main. Le papa, s'accrocher à son cou, danser, se suspendre. Le bain aussi m'a soulagée, mais qu'à un certain moment. Après, ça a été douloureux. En fait, on est libre de son corps, on bouge, on se lève, on respire. La respiration, c'est très important. La respiration, oui, tout à fait. Respiration bien profonde, et puis on est vite dans sa bulle après. C'est ça, oui, la bulle. La bulle, on se concentre sur soi-même et sur son corps, en fait. C'est ça. Une pause. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un moment magique. Et c'est vrai que moi, il y a une phrase qui m'était restée et que je trouve qui est tellement significative pour ce type d'accouchement. C'est, en fait, il y a de la douleur dans ce type d'accouchement, mais il n'y a pas de souffrance. Et c'est vraiment, je trouve, la subtilité entre un accouchement où tu vas subir énormément de choses, où tu vas rentrer dans de la souffrance, alors que là, quand tu es libre de tes mouvements, où tu arrives à gérer, en fait, tu gères une douleur, mais tu gères pas de la souffrance. Il y a ce côté où tu es encore en maîtrise, même si après, au bout d'un moment, à la fin, c'est plus fort que toi. Mais il y a ce côté-là où la douleur et la souffrance, c'est vraiment deux choses complètement différentes à gérer. Donc elle arrive, et là, est-ce qu'elle aussi, elle a grimpé? Comment ça s'est passé? Oui, Louise, je crois que c'était encore plus vite elle a grimpé aussi vite au sein. Alors, elle l'a cherché. Elle n'a pas attrapé le mamelon tout de suite. Mais bon, rapidement, elle s'est accrochée au sein, oui. Et ça s'est mis en place tout de suite? Oui, alors... Encore une fois, là, j'avais vécu le premier. J'étais déterminée. Personne ne me fera douter de mon deuxième allaitement. De tes capacités et de celles de ton bébé. Effectivement, oui, c'est ça. Donc voilà, on y va. Alors, un petit conseil qui m'a vraiment aidée de ma sage-femme, c'est d'apporter une petite bouteille d'huile d'olive. D'accord. Alors là, je ne connais pas. Celle-là, je ne la connais pas. Et donc, l'idée, c'est d'hydrater les mamelons avant, pendant et après, quoi. Donc, dès que la tétée était terminée, je me faisais des compresses d'huile d'olive, qui est en plus quelque chose de naturel, qu'on trouve dans sa cuisine. Il n'y a pas besoin de débourser beaucoup pour les crèmes, et qui n'est pas dangereux pour bébé. Donc, pas besoin de le rincer avant de faire la mise au sein? Non, ce qui est hyper confortable, parce qu'on n'a pas envie de faire ça avant une mise au sein, ou quand on met un bébé au sein toutes les heures, on n'a pas envie de faire ça. Trop génial, je ne connaissais pas du tout l'astuce. Mais en fait, quand tu le dis, en plus, de me projeter, ça me paraît hyper agréable comme sensation. Et là, j'ai un bébé qui commence à faire ses dents, et tu vois, je vais peut-être prendre ton astuce. Donc, tu avais ta petite bouteille d'huile d'olive. Donc, j'avais mes compresses, ma petite bouteille d'huile d'olive, et j'ai eu aucune douleur. Oh, incroyable! Tout s'est très bien passé. Les positions, je faisais en fait ce que je voulais. J'ai même inventé mes propres positions, un mélange un peu de tout. C'est ça. J'étais sereine, vraiment. Trop bien. J'ai eu beaucoup moins de visites, voire une ou deux par jour du service médical. Donc vraiment, tout était beaucoup plus agréable. Il y avait moins d'appréhension. Bien sûr, puis tu savais faire. Tu avais fait jusqu'à un mois avant d'accoucher, donc tu étais rodée. Et au niveau du poids, il n'y avait pas de sujet? Louise, elle est née à 3,450 kg. Très bien. Donc là, il n'y a pas de sujet. Je suis sortie au bout de 2 jours. Ah oui, c'était toi qui voulais? Oui. Tu avais hâte de retrouver ta grande? J'avais hâte de retrouver ma maison avec ma première, qu'elle puisse profiter de sa petite sœur tout le temps. Et de créer ce nouveau moment dans mon foyer, oui. Juste une dernière question au sujet de l'accouchement, pour le coup. Toi, tu as connu avec déclenchement et sans déclenchement. Du coup, c'était mise en travail spontané pour le deuxième, sans comparaison. Donc, j'imagine les deux.
Ah bah oui, il n'y a pas de... Rien à voir. Y Le a jour pas et de la nuit, débat. quoi. Il n'y a pas de débat, on est d'accord. Ok. Donc le retour à la maison, comment ça se passe? Donc Louise n'est pas venue te voir à la maternité. Non, Emma, pardon. Emma n'est pas venue te voir à la maternité. Eh ben, Emma est venue l'après-midi même rencontrer Incroyable. sa petite sœur, oui. Comment ça s'est passé? Alors, au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'Emma s'était endormie, donc le temps qu'elle se réveille à la maternité avec maman, le bébé n'est plus dans le ventre. Et en fait, en 20 minutes après, elle était déjà dessus, elle voulait faire des bisous, des câlins. Trop mignon. C'était vraiment adorable. Et comment donc elle te voit allaiter? Oui, elle me voit allaiter. Et alors, comment ça se passe dans sa tête? Elle est... en tout cas, il n'y a pas de jalousie. Elle caresse sa petite sœur, elle prend soin d'elle. C'est plutôt quand on est rentré à la maison où là, elle a demandé en fait à reprendre le sein. Ok. Donc ça, elle te le formule, enfin, elle le verbalise? Oui. Elle me demande de téter. Ok. Et toi, de ton point de vue, est-ce que tu t'étais projetée dans un co-allaitement? Ah oui. C'est vrai? T'étais renseignée sur le sujet? Je m'étais renseignée sur le sujet. Je savais que c'était possible. Je savais aussi que le lait en fait s'adapte au bébé le plus jeune. Donc que ça n'allait pas impacter le côté nourrissant pour Louise. Donc j'étais aussi sereine pour le sujet et je répondais aux besoins de nous trois finalement. C'est ça. Incroyable. Moi, je trouve ça fou. Le co-allaitement, c'est un sujet que je connais très peu, mais je trouve ça juste passionnant. Donc, tu reviens à la maison, ta grande, ton aînée te demande de téter, tu lui fais « Ok, pas de problème ». Et là, la première tétée à 3, tu t'en rappelles? Oui, d'ailleurs, on l'a photographiée. J'étais tellement heureuse parce que tu m'étonnes. C'était ce que j'avais imaginé. T'avais atteint ce goal ultime, quoi. Oui, et puis c'est vrai que vu qu'Emma elle a arrêté d'être allaitée pendant 1 mois, bon, dans ma tête, il y avait toujours un petit si jamais après elle ne veut plus du sein. Bien sûr. Mais est-ce que Emma demandait le sein quand sa sœur était au sein ou ça lui arrivait aussi d'avoir des moments à elle toute seule avec toi? En fait, c'était les deux. Elle demandait quand sa sœur y était et aussi quand elle avait besoin, elle, toute seule. Ok. Et comment tu as organisé les choses d'un point de vue physiologique? Est-ce que je vois certaines mamans qui dédient un sein à un bébé et l'autre à l'autre enfant? Comment toi, tu as vu les choses? Non, j'ai pas. Enfin, on partageait. Partager. Chacune aller sur les deux seins, sans différenciation. Oui. Ok. Trop bien. Et j'imagine qu'il y a des gens qui t'ont demandé, et c'est un peu naturel, mais est-ce que du coup, elle n'est pas en train de prendre la part de sa petite sœur? Alors oui, s'il y avait eu que ça comme propos, j'ai eu les fameuses questions. T'arrêtes quand d'allaiter? Oui, mais nous, on peut pas le donner le biberon. Ah oui, forcément. Oui, on m'a dit, mais bon, du coup, ça nourrit pas assez Louise. Emma, elle prend la place de Louise. En fait, le corps est tellement merveilleux que le corps, il prévoit. Bien sûr. De toute façon, plus tu demandes, plus tu vas produire. Donc, il n'y a aucun sujet, bien entendu. Mais ça, c'est tellement évident quand tu te renseignes un petit peu, mais il y a encore énormément de travail à faire sur la transmission de cette connaissance-là, quoi. Et puis, tu es dans un tel bain d'ocytocine avec 2 bébés. Je pense que là, ça produit à fond. Trop, trop bien. Ouais, ça doit être des moments assez magiques. Mais en termes de... Tu ressens plus de fatigue ou similaire à une maman en postpartum précoce? Moi, je dirais à une maman, oui, similaire du postpartum. Ça me demande pas plus d'efforts parce que Louise est avec nous pour dormir la nuit dans son cododo. Emma fait déjà ses nuits. Emma demande en fait la journée. Ok. Et ce co-allaitement, il va durer combien de temps? Emma a tété jusqu'à ses 4 ans et demi. Ouais. Enfin, de 4 ans à 4 ans et demi, ça s'est vachement espacé. C'était quand elle y pensait, je vais dire. Mais c'est vrai que 4 ans, c'est l'âge normalement physiologique auquel l'enfant se détache du sein.
Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Moi, c'était ma sage-femme qui me l'avait appris. Elle nous avait dit, est-ce que vous savez, ce qu'on nous apprend qu'il faut au moins allaiter 2 mois avant la reprise du travail, avant de retourner au charbon. Mais en fait, d'une façon très physiologique et relative aux besoins à la fois sensoriels, émotionnels et nutritifs de l'enfant. En fait, l'enfant, un allaitement qui est non écourté, en général, en moyenne, les enfants s'arrêtent de téter autour de 4 ans. Donc en fait, elle était en plein dans le sevrage naturel en fait. C'est elle qui s'est détachée ? Oui, c'est elle qui a espacé la demande principalement le soir ou même la journée. Et ça fait sens puisque en petite section, ils sont quand même encore petits, c'est des journées qui sont intenses. Pour elle, c'était compliqué, donc ça lui a apporté aussi ce qu'elle avait besoin. C'est ça. Tu remplissais son réservoir affectif à ce moment-là, c'est évident. Ouais. Et aujourd'hui, quand elle voit téter sa petite sœur, ça l'a... Enfin, du coup, est-ce qu'elle a des commentaires dessus ou pas du tout ? Non, elle n'a pas de commentaires. D'ailleurs, quand Louise était un peu plus jeune ou qu'elle pleurait, Emma me disait « Maman, Louise, elle veut téter ?» Non, aujourd'hui, pour les deux, c'est quelque chose qui est naturel. Leurs bébés prennent la tétée sur elle. C'est d'ailleurs très mignon. Ah oui, Emma a aussi beaucoup aimé... quand je tirais mon lait, utiliser le tire-lait. Et donc, tu nous disais tout à l'heure, tu t'étais dit, le projet de don de lait maternel, je remettrai ça quand je serai enceinte, quand j'aurai mon deuxième enfant, avec ma deuxième aventure d'allaitement. Alors, est-ce que tu recontactes cette infirmière incroyable ? Ah oui, je recontacte cette infirmière qui est vraiment en or. Dès le lendemain, en fait, que je rentre chez moi. Ah oui, tout de suite. Alors, en fait, que j'en ai 2 au sein, mais j'ai encore un petit peu de force, encore un petit peu de marge. Et elle me dit, écoutez, y a une bonne nouvelle, c'est que en fait, on a élargi le périmètre. Bon. Et là, je pleure de joie, quoi. C'est vrai ? Oui. C'était hyper important pour toi, quand même. Oui, parce que j'aurais pu avoir besoin, en fait, du don d'ovocytes. Alors, je me sentais un peu concernée par le don au sens large. Oui. Ok, d'accord, ça fait sens. Et donc, c'est fou. Donc, dès que tu arrives, elle te dit, c'est bon, on a élargi le périmètre. À partir de quand tu peux rentrer dans un protocole ? Alors moi, je voulais commencer dès la semaine d'après. En fait, elle me freinait un petit peu parce qu'il fallait que la mise en place du lait et du sein pour mon propre bébé se fasse bien et ensuite que je puisse donner. J'ai insisté, j'avoue, pour avoir rendez-vous rapidement au lactorium de Cherbourg. J'ai pu commencer à tirer mon lait dès début avril 2023 quand Louise avait même pas en fait 1 mois. Waouh, incroyable. Moi, je trouve ça fou, la force physique et mentale de se dire déjà, tu as un nouveau-né, déjà, rien que ça. Après, tu as un enfant en bas âge et puis tu vas en plus faire du don. Je trouve ça juste incroyable. Franchement, chapeau. Et donc, à ce rendez-vous, vous vous dites quoi ? Et après, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement ? C'est quoi la routine à mettre en place pour le don de lait maternel ? C'est un entretien, en fait. Elle va présenter le don du lait, en quoi ça consiste. Donc, il y a une partie qui est très importante par rapport à la stérilisation du matériel, puisque c'est quand même pour des bébés qui sont prématurés. Donc, elle m'explique comment ça va se passer, le tire-lait. Alors, moi, je l'avais déjà à la maison, mais il faut aussi une question de tétrelles. Donc, les tétrelles, il faut qu'elles soient quand même bien adaptées à la bonne taille du mamelon. Très important, ça. Oui. Elle fait aussi, il y a des prises de sang pour les sérologies. Parce que n'importe qui ne peut pas donner son lait. Il faut respecter certains critères. Et puis voilà, après, moi, je repars avec mes petits biberons sous le bras. Et puis, Est-ce qu'on te demande une quantité particulière à produire ? Oui, une quantité, il me semble que c'était 50 ou 80 millilitres par biberon. D'accord. Alors, ça a peut-être changé aussi. Mais disons qu'elle passait pas à la maison, parce qu'elle était à 1 heure quand même. Elle passe pas à la maison pour 10 biberons. D'accord. Tu congelais ? Tout était congelé ? Oui, je congelais. J'avais vraiment anticipé le don. Donc, j'avais réservé un tiroir au congèle pour le don. J'ai tout nettoyé parce que la désinfectation est vraiment très importante.
Et donc, c'était parti. J'ai accumulé les petits biberons dedans. Donc c'est super parce qu'en plus 50 à 80 millilitres par biberon, c'est à peu près en moyenne, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, ce qu'on tire enfin c'est la quantité moyenne. Alors après peut-être qu'il y en a qui ont des plus fortes quantités de lait, mais en général sur un tirage, c'est ce que tu peux tirer. En général, t'as pas besoin d'en faire plusieurs pour avoir 50 à 80, c'est à peu près l'équivalent d'une tétée finalement, d'un tirage. Toi, t'as eu des difficultés particulières Pas du tout. Avant que Louise soit diversifiée, j'étais plutôt sur du 130 ml. Et puis quand la diversification, ça joue énormément. Oui. Ouais, tout à fait. Après, on est passé sur du 80, mais des fois, je le faisais 1 fois par jour, 2 fois par jour. En fait, j'avais pas de pression, c'était quand j'avais envie. Voilà, ça, Okay. je crois que c'est important. Mais garder quand même une certaine routine. Pour comment dirais-je, pour entraîner ta lactation, pour la maintenir surtout à un certain niveau, c'est sûr. Et elle venait à quelle fréquence chercher les biberons du coup ? C'était à peu près tous les... Bon, au début, c'était tous les mois, puisque le tirage était quand même assez important. Puis après, on a espacé tous les 2 mois. C'était vraiment... par rapport à la quantité que j'avais dans le congélateur, il n'y avait aucune pression sur la quantité. Hein. On donne ce qu'on peut. Après, c'est vrai qu'on ne fait pas toutes les démarches pour donner juste 500 ml. Quoi. C'est vrai qu'il faut quand même un minimum pour eux de leur côté. Bien sûr, ça semble logique en termes de logistique. Tout à fait. Et du coup, tu as fait ça combien de temps ? J'ai fait ça pendant 18 mois. 18 mois ? Oui. C'est énorme. 18 mois. Et qu'est-ce que tu en retires de cette expérience ? Alors, je suis très fière de moi. Ah, tu m'étonnes. Voilà. J'ai donné un peu plus de 30 litres de lait. Waouh ! Donc, ça m'a apporté personnellement. Et puis, je suis aussi très fière d'avoir fait ce don pour des bébés qui en avaient besoin. Je dirais que... on peut être tous concernés par la prématurité. Et donc... ça fait sens, en fait, si on allait de donner un peu de son lait. Si tout le monde donne, je sais pas, moi, 5-6 litres de lait, c'est merveilleux. C'est incroyable, ça serait incroyable. Moi, je m'imaginais, tu vois, très naïvement, c'est aussi peut-être pour ça que c'est des croyances limitantes aussi, qui doivent freiner certaines mamans, parce que déjà, quand tu es une jeune maman, et en plus que tu allaites, c'est très, très fatigant. Si en plus tu te dis, il va falloir que je tire, qu'il y ait une pression, qu'il va falloir que j'ai une quantité minimale, et en fait, déjà, toi, que tu désamorces ça en nous disant, mais en fait, il n'y a pas de pression. Si c'est pour, dans un biberon, tu as 50 à 80 ml, ça peut être, de venir une fois par mois ou tous les 2 mois quand il y a la quantité suffisante. Je trouve que c'est hyper confortable. Alors ça reste un énorme engagement, indéniablement, mais au moins tu te dis tu peux l'organiser de ton côté d'une façon un peu plus confortable en tout cas. Oui, puis il faut se simplifier, par exemple la stérilisation. Au début, à la casserole, attendre 10 minutes, ça commençait un petit peu à être lassant. J'ai investi dans un stérilisateur et c'était très confortable. Je lavais les tétrelles, je mettais dedans et puis en 10 minutes, ça se faisait tout seul, il n'y a pas besoin de surveiller. Est-ce qu'ils t'ont fourni le matériel, du coup, le tire-lait, les tétrelles, tout ça ? Alors, j'avais déjà ça par le CHU, puisque j'avais eu l'ordonnance. Mais sinon, oui, de toute façon, ils font l'ordonnance pour le renouvellement. Donc, sinon, ils fournissent. Ils te donnent l'ordonnance et puis après, tu vas soit en pharmacie, soit sur oui, c'est ça. En fait, Internet. C'est la sécurité sociale ensuite qui dédommage de la location. C'est ça qui est super, c'est que la location est prise en charge. Il y a juste le coût des tétrelles, vu que c'est à usage unique. Ouais, c'est ça, tout à fait. Pour ceux et celles qui ne savent pas, la location d'un tire-lait est complètement remboursée et vous payez effectivement uniquement les tétrales et les biberons qui sont à usage unique, donc du couple maman-bébé. Ok, trop bien. Et comment tu l'as vécu la fin de cette aventure-là ? J'avoue que j'étais un peu triste. J'ai dû mettre fin parce que je n'arrivais plus à tirer. Puis ça commençait à me mettre à la pression parce que de l'autre côté, je voulais pas non plus faire attendre et puis prendre un peu la place. Peut-être qu'il y a une autre maman qui pouvait donner elle plus régulièrement. Donc ça a été difficile parce que c'était aussi une page qui s'arrêtait, une page qui me tenait vraiment à cœur. Et du coup, l'infirmière merveilleuse m'a dit que c'était juste incroyable ce que j'avais donné et que rien que pour ça, elle me remerciait. Donc j'ai accepté. Ouais.
Incroyable. Et t'as pas une médaille, un truc pour ce dévouement? Non? Un article dans le journal, quelque chose? Donnez-nous quelque chose. Pas une médaille, je vais me l'offrir moi-même. C'est ça, fais-toi un cadeau, exactement. Et donc là, ton histoire d'allaitement, par contre, elle se poursuit avec Louise, qui a 2 ans et demi. Et comment tu vois la suite? Eh ben, je vois la suite comme je pense Emma. Louise, elle a besoin, donc on continue les tétés. Et puis, déjà, je vois bien que ça s'espace. Voilà, elle a 2 ans et demi, c'est moins fréquent que quand elle avait 1 an et demi ou 2 ans. Et elle a besoin aussi d'être rassurée. Donc on continue et puis... Il n'y a rien de mieux, hein, c'est sûr. Voilà, on verra jusqu'à où ça nous mène. Trop bien, ok. Je te propose de passer au tirage de l'oracle. Oui. Donc, comme les épisodes précédents, j'ai amené mon petit oracle de Julia Simon, qui s'appelle l'oracle des merveilleuses, que je t'invite du coup à mélanger en ayant... Vas-y, pose ton micro tranquillement. Je t'invite à le mélanger en y posant une intention ou bien en ayant une question à laquelle tu cherches une réponse. Quelque chose, voilà, aujourd'hui qui te préoccupe. En tout cas, de poser cette intention-là pendant le mélange des cartes. C'est bon pour toi? Et puis, je t'inviterai à te saisir sans te presser. On ne se presse pas, on a le temps, il n'y a pas de souci. Quand tu auras à poser toutes tes cartes, de les regarder, de bien les visualiser. Et avec, donc, si tu es droitière, prends ta main gauche. Si tu es gauchère, prends ta main droite pour te saisir de la carte qui t'appelle. Alors, merci. Le fardeau. On est tombé sur la carte du fardeau. Donc, sur l'illustration, c'est une randonneuse avec un énorme sac à dos qui s'apprête à monter un chemin très escarpé en haut d'une montagne. Déjà, est-ce que ça te parle un peu? D'être en haut, oui, en bas, pas forcément aujourd'hui. Si on pouvait commencer par le haut. Alors, je vais te lire la signification. Ça va peut-être te parler. Alors, le fardeau, c'est je lâche et je laisse partir tout ce qui me pèse. C'est différent déjà. Vous portez en ce moment un lourd fardeau physique ou émotionnel sur vos épaules. Il est peut-être temps d'oser regarder ces difficultés en face, ainsi que vos parts d'ombre qui y sont associées pour vous alléger. Même si tout passe et que l'on finit même par oublier, vous n'êtes pas aujourd'hui obligé de tout porter vous-même. Faites-en part à votre tribu. Travailler sur vos parts d'ombre vous connectera à votre puissance intérieure ainsi qu'à un meilleur équilibre pour affronter les challenges de la vie avec courage et discernement. Ce fardeau est peut-être l'une des causes de votre fatigue actuelle. Il est temps de vous décharger de ce poids. Libérez-vous, vous le méritez tant. Ne serait-il pas merveilleux de vous connecter à ce qui vous pèse pour vous en détacher? Fermez les yeux, respirez profondément et pensez à ce qui vous gêne en ce moment. Connectez-vous à votre corps et ressentez où se loge cette gêne. Est-elle dans votre ventre, dans votre plexus solaire, dans votre gorge, ailleurs? Quelle forme a-t-elle? Quelle couleur? Essayez d'obtenir le plus de détails possible. Et simplement respirez dans cette tension pour reconnaître son existence. Dites-lui « Je te vois, merci de me montrer que tu es là. Je vais m'occuper de tout cela. Merci pour ta patience. » C'est intense, je trouve. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire? En fait, je suis en plein dedans. C'est vrai? Oui. Ah, ça me donne des frissons. En fait, elle fait sens cette carte, parce que c'est exactement... quand tu as lu du coup, la description, je me retrouve totalement dedans. Est-ce que tu veux partager avec nous quelque chose là-dessus ou on s'arrête là? C'est vrai que j'ai porté beaucoup de choses. Ouais. J'ai gardé aussi peut-être beaucoup de choses et aujourd'hui je suis en train de me détacher et de vider en fait mes bagages, ce lourd poids en fait qui me hante un peu. Donc voilà, ça fait sens avec un virage changement professionnel. Finalement, je me retrouvais en bas pour grimper et avancer avec un nouveau sac à dos plus léger. Très bien, ça c'est top, c'est super. Donc ouais, ça résonne énormément. Et c'est marrant parce que je m'attendais pas du tout à cette interprétation de la carte. Et en fait, au début, je suis oh là là. Et en fait, c'est plein d'optimisme. Ça fait du bien. Merci infiniment, Sarah, pour ce témoignage. C'était incroyable. J'ai appris énormément de choses et encore bravo pour tout ce que tu as accompli.
et merci encore. Je te remercie aussi. C'est important aussi pour moi d'avoir ce moment-là et de pouvoir partager son expérience et que l'allaitement, il n'y a rien de plus merveilleux. C'est ça, de transmettre, c'est super. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter le 3e épisode du podcast Sororitété. Pour plus de contenu en lien avec l'allaitement, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sororitété.